Pour cette soirée, donc une soirée d'avant-garde, dans des lieux qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Alors, au cours de cette conférence, n'hésitez surtout pas à interagir. Vous voyagerez, comme je vous l'ai dit, dans nos espaces de Paris, Lyon, Barcelone. Sachez que, en plus de ces espaces dans lesquels vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous retrouver dans plus de 300 espaces de coworking partout en France. Donc ça, c'est live et c'est accessible. Vous pouvez, quand on sortira de confinement et qu'on pourra aller travailler à distance dans des espaces à proximité de chez soi, je pense que c'est la bonne solution. Et parmi les nouveautés, pour conclure cette introduction, je vous invite à finalement imaginer que le réseau Wojo, en plus des sites Wojo existants, on est en train de le transformer et de le développer encore plus fort, ce qui va permettre à tout un chacun, qu'il soit dans des grandes métropoles que j'ai citées ou ailleurs, depuis Melun, Caen, Nantes, Vannes ou Chambéry, de pouvoir trouver un espace, et nous on se charge de lui trouver des bureaux privatifs dans ce modèle de format flexible qui est notre conviction très très forte chez Wojo, et donc on veut développer, on veut déployer ce modèle-là très largement. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, ce sera avec plaisir qu'on vous répond. Alors je vais passer la parole maintenant à David, qui est le manager de notre site de Wojo Madeleine, et je lui laisse la parole pour une petite visite et un deuxième mot d'introduction. David. Oui, bonsoir à tous. Du coup, donc oui, je suis David, le manager du centre Wojo Madeleine. Alors, nous aurions bien entendu préféré vous accueillir comme prévu à Madeleine, mais la situation étant celle que l'on connaît, nous sommes ravis d'avoir pu maintenir cette conférence avec ce format que nous utilisons tous à présent, pour le coup. Je vais essayer de vous faire une petite visite, un petit 360 en même temps que j'échange avec vous. Alors, j'en profite pour saluer les équipes Wojo qui sont en direct sur leur centre tous respectifs, ainsi qu'à vous tous qui avez répondu présent ce soir pour le coup. Je vais maintenant laisser la parole à Nathalie, que je remercie pour son implication au sein de notre communauté à Wojo de Lyon et de Paris depuis plus de 3 ans maintenant. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle conférence, du coup, et une très belle soirée. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Merci David, merci Johan, et puis merci du fond du cœur de votre présence qui a explosé tous les compteurs d'audience qu'on avait imaginés. Alors ce qui peut peut-être expliquer aussi les difficultés de connexion, parce que je reçois des SMS comme quoi Zoom mouline. C'est pas grave, les personnes prendront le train en cours de route au fur et à mesure. Alors je suis Nathalie Rodari, fondatrice et inspiratrice du leadership humaniste que je porte en moi depuis toute petite et qui est au service de cette mutation du monde dont on va parler pour cette soirée. Je travaille avec des dirigeants depuis 25 ans à peu près, dirigeants et leur organisation, hein, donc à peu près plus de 350 en l'espace de 25 ans. Et en fait, cette posture de dirigeant est très difficile et exigeante. Parce que quand on est à la tête d'eux, que ça soit à commencer par une famille, une classe, une entreprise, une équipe, une fondation, une maison, une nation, on a un impact énorme sur ce CE et ce CEUX dont on a la responsabilité. Et cette fonction est difficile à exercer et du coup, je me suis toujours adressée aux têtes pour les reconnecter au cœur parce que pour moi, c'est le seul moyen d'aller vers un tout autre monde bénéfique et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, quelle est la mutation du monde et quel est l'impact, en fait, le rôle de Covid dans cette mutation? Ça sera notre première partie. Ensuite, comment passe-t-on au nouveau monde? C'est la bonne nouvelle. Donc, un petit mode d'emploi qui sera donné en seconde partie. Et puis ensuite, on ira sur la troisième partie qui est la conclusion, qui est quel est le lien finalement entre leadership humaniste, nouveau monde et Wojo que vous allez découvrir. Alors, bien sûr, en fin de chaque partie, il y aura des moments de questions-réponses qui intégreront ce que vous mettrez dans le chat, ce que vous mettrez aussi, enfin, vous lèverez la main puis vous prendrez la parole. Et puis, on a reçu aussi des mails de personnes qui posaient des questions. Voilà, donc il y aura ce moment d'interactivité qui sera animé par Toué qui est avec nous également.
Et puis, comme le disait Johan tout à l'heure, en surprise, vous allez avoir l'occasion de voyager entre Paris, Lyon et Barcelone. Donc, on a commencé à Paris avec David, qui était le manager de site qui devait nous accueillir de visu ce soir. Voilà. Mais enfin, l'avantage du Zoom et finalement du Covid, c'est que ça nous permet de nous réunir à beaucoup plus nombreux. Voilà, et puis Stéphane Ben-Simon, directeur général de Vojo, conclura cette soirée et on a prévu de quitter vers 19h20. Alors là, on a pris peut-être juste 10 minutes de retard, mais enfin disons, voilà, à 19h30, sauf afflux massif de questions-réponses, on aura terminé tous ensemble ce voyage dans les Vojo et à travers le leadership humaniste. Je vais vous demander alors de noter aussi dès maintenant cette adresse mail qui est la mienne, n comme Nathalie Rodary, R-O-D-A-R-Y, @asari.fr. Asari, c'est A2SARY.fr. Vous verrez pourquoi, parce que vous en aurez l'utilité tout à l'heure. Alors, je voulais... Ah oui, bien sûr, si j'oubliais. Attendez, une petite seconde. Un petit point important. Voilà, les joies du direct, comme on dit à la télé. Hop, voilà. Alors, Leadership Humaniste, c'est en tout premier lieu un manifeste qui est un livre. Voilà, donc vous découvrez la couverture ici et que vous pouvez trouver bien sûr dans les FNAC, sur le site de Leadership Humaniste, etc. C'est la vision d'un nouveau monde bénéfique, j'insiste vraiment sur ce mot-là, et du leadership nécessaire pour le faire advenir. Préfacé par Pierre Bellon, donc fondateur de Sodexo. Et puis Leadership Humaniste, c'est aussi un parcours de transformation qui s'adresse donc aux personnes, aux individus et à leurs organisations. Un parcours en 5 étapes, très éclairant, fulgurant, disent certains, qui l'ont déjà fait, et qui vous fait faire un bond en avant à un autre niveau de conscience, donc pour ce fameux passage au nouveau monde. Alors, notre toute première question qui est: quelle est cette mutation du monde sans précédent qui nous traverse? Je préfère dire qui nous traverse plutôt que nous traversons, parce qu'on est traversé par ça partout sur la planète. Alors, on est en bout de route. En fait, on est dans une impasse. Et arrivé au bout d'une impasse, on ne peut plus aller plus loin. Il convient de passer à autre chose. Donc, ce n'est pas la fin du monde, mais nous sommes à la fin d'un monde où nous sommes à bout de souffle. Et en fait, tout est à bout de souffle. Nos systèmes de pensée sont à bout de souffle, nos systèmes économiques sont à bout de souffle, nos systèmes de santé, nos systèmes écologiques, nos systèmes relationnels, l'ensemble est à bout de souffle et à bout de souffle crée beaucoup de souffrance dans tous les sens. La deuxième chose, je pourrais dire aussi les systèmes religieux sont à bout de souffle aussi, font partie de tous ces systèmes qui sont là depuis longtemps et qui sont à bout de souffle. La deuxième chose, c'est que nous sommes confrontés à un saut quantique. En fait, cette mutation est un saut quantique de conscience. Alors, saut quantique, qu'est-ce que c'est? Si je vous rappelle un petit peu de physique, en physique, les électrons sont sur des orbites, comme le système solaire autour du noyau. Et le saut quantique, c'est qu'à un moment donné, l'électron, il était sur cette orbite-là et pouf, il passe sur une autre orbite. Alors, il n'y a pas de voyage pour cela, c'est quelque chose d'instantané. Donc, il n'y a pas d'évolution, il y a immédiateté. Et c'est ce que l'on est en train de vivre. Donc, pourquoi on est en train de vivre en mode quantique, donc pas du tout en mode évolution, mais en mode presque comme ça? C'est parce qu'on est en mode urgence. C'est-à-dire que quand on arrive au bout d'un système, on est dans l'urgence de naître à autre chose. Et pour vous prendre une comparaison que nous connaissons tous, parce que nous l'avons tous faite, puisque nous sommes ici au monde, nous étions dans le ventre de nos mères, si vous voulez, dans un système donné, noir, pas de respiration, les poumons n'existaient pas, la vue ne marchait pas. Et puis, à un moment donné, il y a une urgence à naître à autre chose, parce que si on reste dans ce monde-là, nous et notre mère, nous mourrons. Donc, quelque chose nous dit qu'il faut passer à autre chose.
le passage est difficile, mais de l'autre côté, la lumière arrive, l'air arrive, la pesanteur arrive aussi, et on se retrouve de l'autre côté dans un autre monde. Donc la naissance, et c'est ce à quoi nous sommes conduits aujourd'hui, la fin d'un monde est toujours la naissance d'un nouveau, et nous sommes dans ce passage-là très difficile, compliqué, douloureux, qui est ce qui va donner naissance à autre chose. Alors, pourquoi je dis que c'est un saut quantique de conscience? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la conscience est sous-développée. Du coup, les problèmes auxquels nous sommes confrontés en privé, dans nos entreprises, dans nos sociétés, au niveau de la nature, de la planète elle-même, ne sont que le juste reflet du niveau de conscience qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire faible. Bon. Or, un faible niveau de conscience à 2 milliards, c'est encore gérable, mais un faible niveau de conscience à 8 milliards, c'est même plus une option. Et j'ose pas imaginer, vu les courbes démographiques telles qu'elles sont lancées, qu'est-ce que ça peut donner à 13, à 20, à 50 milliards, ce qui est vraiment demain. Donc, la conscience, il faut imaginer, alors la conscience, ce n'est absolument pas l'intelligence. La conscience, il faut imaginer que c'est comme, j'ai des halogènes ici que je pourrais utiliser, mais imaginez un halogène où vous augmentez au fur et à mesure la lumière. Bon, et bien la conscience, c'est une question de lumière, tout simplement. La conscience, c'est de l'ordre spirituel, l'intelligence, c'est de l'ordre intellectuel, mais ce n'est pas du tout pareil. Donc, en d'autres termes, sur ce deuxième point, sur le saut quantique de conscience, l'humain est au cœur de la mutation. C'est si je passe un cap de conscience, d'envergure de conscience, tout ce que je vais penser, faire, agir, créer sera de ce même niveau de conscience. Voilà. Et donc, en tant qu'humains, nous sommes au cœur de cette mutation du monde. Et notre responsabilité, finalement, elle est engagée. Alors, pas du tout en termes éthiques, parce que ça encore, l'éthique, c'est encore être dans un monde de dualité et de bien et de mal, mais elle est engagée en termes de conscience. Voilà. Et la conscience, ça va être de passer, d'arriver à passer, de gagner un autre niveau de vibration et donc un autre niveau de lumière qui créera donc un monde beaucoup plus lumineux que celui qui est en train de toucher à sa fin. Alors, quel est le rôle de Covid dans cette histoire? Covid, finalement, a 3 fonctions qui sont bénéfiques, au risque de décevoir certaines personnes. Bon. La première des choses, c'est que Covid nous permet d'être en pleine croissance. Alors, ce n'est pas une croissance de type yang, Y-A-N-G, l'yin et le yang, c'est-à-dire principe masculin. Une croissance de type yang, c'est toujours plus, grandir, croître, se développer, plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus de locaux, plus de ceci, plus de cela. Bon. Ça, c'est une croissance vers l'extérieur de type yang. Aujourd'hui, nous sommes dans une croissance de type yin, c'est-à-dire tournée vers l'intérieur. Et Carl Gustav Jung disait « Qui regarde vers l'extérieur rêve », donc croissance de principe masculin, « Qui regarde à l'intérieur s'éveille ». C'est cela qui est en train de se passer. Et cette croissance, c'est nous sommes en pleine croissance de conscience. Du coup, Covid nous fait faire ce que nous, humains, n'arrivons pas à faire de façon simple, spontanée et volontaire. Covid nous oblige à le faire. Alors, nous sommes en pleine croissance de conscience, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les masques. Alors, j'en ai un ici, bien sûr. Notre fameux masque. Covid nous dit exactement le contraire, c'est-à-dire les masques. Pourquoi? Parce que quand on se tourne vers l'intérieur, ça signifie revenir au cœur. Ça signifie lâcher l'illusion. Qui, dans la pensée bouddhique, l'illusion, c'est toutes ces formes d'ego que l'on a mis. Tous les mensonges de l'ego, en fait, qui sont des voiles au-dessus de la lumière et qui nous empêchent de déployer notre propre lumière, en d'autres termes, de grandir. Donc,
Aujourd'hui, si on refuse ce temps yin qui nous oblige à se recentrer au cœur et aller voir au cœur, où nous devons faire tomber les masques, c'est-à-dire faire un grand ménage de tout. Ménage dans nos vies personnelles, ménage dans nos vies professionnelles, ménage dans nos modes de vie, ménage dans nos placards, ménage dans nos modes de pensée, dans nos modes de fonctionnement, dans nos modes relationnels, dans nos modes d'interaction. Si on refuse de faire ce grand ménage, la douleur, je dirais, post-Covid sera pire. Voilà. Le temps demande cela, commande cela. On n'est pas obligé de le faire, on a le libre arbitre. Par contre, ceux qui ne voudront pas emprunter, je dirais, ce passage vers le monde d'après, vont être en grande souffrance, hein, et le sont déjà. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune transformation possible de nous-mêmes et de nos sociétés sans ce préalable qui est se voir au cœur, pour se voir ensuite en grand, mais dans une nouvelle forme. Hein, c'est ça la transformation, dans une nouvelle forme alignée au cœur, donc cohérente. Parce qu'il ne peut pas y avoir de cohérence s'il n'y a pas un cœur. Il n'y a de cohérence que par rapport à un cœur. Donc ce saut de conscience est pour nous emmener vers la cohérence. Et si on continue à garder des masques, hein, et à avancer masqué, ou à garder toutes nos illusions, il ne peut pas y avoir de cœur ni de cohérence. On ne peut pas y toucher. Donc ça, c'est le deuxième point positif de Covid. Laissez tomber vos masques. Et puis le troisième point, c'est cesser la respiration artificielle. C'est ça que nous dit Covid, en même temps qu'il maintient sous respiration artificielle ceux qui, par gravité, sont conduits dans les hôpitaux. Alors, la respiration artificielle, elle ne date pas de Covid. Nous sommes en ce bout de route, en cette fin d'un monde, nous sommes à bout de souffle et nous sommes en mode, comment dirais-je, nous maintenons tous nos systèmes de manière complètement artificielle. Voilà. On les réforme pour essayer de maintenir tout un ensemble de choses. Mais c'est bien de l'artificiel qui reste. Alors, pour vous donner une idée par rapport au nombre de décès, en Inde et en Chine, ce sont 4 millions de personnes par an qui décèdent du fait de la pollution. Donc, ce n'est pas Covid qui les décime, si je puis dire, c'est la pollution. Donc, on est déjà en mode respiration artificielle que les burn-out ou que toutes ces choses-là montrent d'ailleurs. Voilà. Donc, Covid nous dit ça aussi, cesser la respiration artificielle pour passer à autre chose. Alors, Covid, pour terminer là-dessus, sur cette mutation du monde et le rôle de Covid, Covid finalement est un sacré miroir d'une croissance yin, un principe féminin qui est imposé pour qu'une humanité essoufflée, en manque, qui se masque la réalité depuis très longtemps, s'offre finalement une ultime occasion de changer de monde. Voilà. Et je voulais vous mimer cette chose-là par rapport à la respiration artificielle. La première chose que l'on fait quand on vient au monde, c'est que l'on respire. Sans le principe vital, on n'est pas viable. Donc, tant que le bébé n'a pas crié, tant qu'on n'a pas poussé notre premier cri, il y a problème au poumon et on n'est pas viable. Et la respiration, c'est deux principes. C'est l'inspiration, principe féminin où l'air arrive à l'intérieur, et l'expiration, principe yang, masculin, où l'air se projette à l'extérieur. Le principe yin, il y a belle lurette qu'il n'existe plus dans nos sociétés et nous sommes dans ce mode-là. Voilà, je peux vous le faire longtemps, mais il y a un moment donné où je vais être à bout de souffle. Parce qu'on ne peut pas expirer un air que l'on n'a pas inspiré. Voilà, donc sans inspiration, il ne peut pas y avoir d'expiration. Voilà, c'est ce que nous montre Covid aujourd'hui. Nous sommes à bout d'inspiration, qui est aussi l'inspiration de création d'un nouveau monde, et nous sommes à bout de souffle. Donc voilà la nature de cette mutation du monde, qui est un saut de conscience vers la conscience, un saut quantique vers la conscience et vers la cohérence que Covid vient accélérer. C'est lui aujourd'hui, ça sera peut-être demain d'autres choses, mais parce que nous sommes dans une impérieuse nécessité de faire ce saut quantique.
Voilà, alors je vais passer la parole à Toué et puis qui va prendre vos questions-réponses sur cette première partie. Et Bon, merci beaucoup Nathalie. Oui, si tu veux regarder le micro, t'inquiète pas. Donc, merci beaucoup pour cette première partie. On a une première question de Brigitte Randel qui nous demande si tu peux nous faire le lien entre le port de masque imposé par nos gouvernements et faire tomber les masques. C'est quoi le lien entre les deux? Très bonne. Bon, là, il y a quelque chose, alors justement, en tant que dirigeant, il y a une situation qui était absolument pas prévue, ils ne savent pas ce que c'est nouveau, comment on le maîtrise, qu'est-ce qu'on fait, et la peur de la mort pour gérer tout ça fait que du coup, on met des masques à tout le monde pour éviter que le virus se propage. Bon, voilà, je dirais que c'est une situation, mais on voit bien que c'est une situation qui ne peut pas être une situation viable. Voilà. Ça ne peut être qu'une mesure d'urgence par rapport à quelque chose d'extrêmement nouveau qui arrive sur la planète et que les dirigeants du monde entier peinent à gérer pour le moment. Voilà. Okay. C'est pas un appel à la révolution. Ah ben après, si on est tous masqués et qu'on commence à en avoir assez, et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver dans ce sens-là, mais si on veut, c'est dans la mesure, on était en respiration artificielle. Le fait de porter le masque qui ne facilite pas la respiration nous permet aussi de prendre encore plus conscience physiquement à quel point ne pas respirer, ce n'est pas viable. Voilà. Donc ça, c'est pas, on n'imagine pas une planète. Regardez les enfants bulles. Les pauvres qui ne peuvent même pas être dans le monde parce qu'ils ne peuvent pas respirer. Voilà, c'est juste pas viable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou si vous voulez lever la main? Oui, qui peuvent les poser en direct, pas forcément en chat. Donc, oui, là, on a Aldric Torres qui se demande comment l'élite influente a-t-elle conscience de cette nécessité des changements? Comment, je ne sais pas. Moi, j'ai une réponse, c'est leadership humaniste, mais après, comment a-t-elle conscience de cette nécessité de changement? On ne peut pas faire des généralités sur la planète. Il y a des gens qui sont déjà dans cette conscience-là, il y a des gens qui n'en sont pas. En termes de conscience et de lumière, je dirais que sur le variateur de le halogène, il y a à peu près toutes les positions. Voilà. Après, je vais vous expliquer dans une deuxième partie en quoi, si cette conscience-là n'est pas déployée aux têtes, c'est un vrai souci. Voilà, des têtes qui dirigent sans conscience, je ne parle pas d'intelligence. Pour le moment, on gère des crises. Voilà, mais c'est de la gestion, voilà, c'est autre chose. Ouais. Après, on a Nicolas Castelli qui demande si tu pourrais nous expliquer la notion de temps long, moyen et court terme dans le processus d'intégration à période d'impasse ou de transition. J'ai l'impression que ça suit un peu les courbes, comme on dit, les courbes d'inflexion, c'est-à-dire comme toute chose qui arrive. Par exemple, si je prends l'Internet, il y a eu des frémissements en France avec le, comment ça s'appelait, le Minitel. Après, aux États-Unis, dans le système militaire, ça commençait à se déployer. Puis après, il y a eu des sysmails internes, etc. Bon, donc il y a une courbe de croissance qui fait que quelque chose arrive, se déploie, et puis à un moment donné, et qui peut prendre du temps. Et à un moment donné, il y a une accélération, hein, c'est comme les courbes de vie de produits qu'on voit en marketing, et à un moment donné, il y a une accélération, il y a un point d'inflexion qui fait qu'on ne revient plus en arrière. Voilà. Alors, suivant où est-ce qu'on se trouve au début de la courbe, tout en bas ou près du point d'inflexion, pardon, je vais prendre un petit peu d'eau, le temps peut paraître très très long, ou au contraire s'accélérer. Ce phénomène de prise de conscience est en route depuis un petit moment. Il est en route chez pas mal de personnes qui sont non visibles médiatiquement, non entendues encore. Il s'est accéléré avec des événements comme les attentats ou autres qui ont accéléré les prises de conscience.
Et puis aujourd'hui, pour reprendre ce que disait Brigitte Rondel, est-ce que c'est une invitation à la révolution? Non, un saut quantique, ce n'est pas une révolution, c'est un changement de paradigme. Hein, parce que la révolution, à part couper des têtes, vous pouvez rester dans le même monde. Bon, vous changez les têtes, c'est à peu près tout, mais voilà. Mais là, il y a un moment donné, si vous voulez, quand on est dans une accélération, c'est qu'on n'est pas loin du point d'inflexion et qu'il y a urgence de le faire. Voilà, donc c'est en train de s'accélérer sacrément. Et Covid accélère le processus. Oui. Et oui, on a plusieurs questions qui viennent là. Et on a Emily Waite qui demande quel pourcentage de la population doit basculer dans un nouveau mode de vie grâce au Covid pour que, passer la crise, nous ne rêvons pas comme avant, mais comme après. Alors, n'en déplaise aux statisticiens, la question du point d'inflexion, alors surtout pour la lumière, hein, quand il s'agit de passer à un autre niveau de vibration, ce n'est absolument pas une question de quantité, c'est une question de niveau de vibration et de lumière. Comment vous dire? Si vous avez une personne qui est, comment je pourrais, bon, je vais vous le dire comme ça, mais pour prendre le parallèle avec le halogène, mais d'un niveau de vibration faible et peu éclairé. Bon. Et que vous en avez 100 comme ça d'un niveau de vibration de 1. Bon. Si vous en avez juste une qui a un niveau de vibration de 100, son énergie à elle toute seule et son niveau de vibration impactent. Voilà. Donc, 100 et 1, on se dira, bah, c'est 100 et 1, c'est pas pareil. Mais la question, c'est pas le nombre de personnes, c'est la quantité vibratoire. Et plus cette quantité vibratoire est en train, c'est-à-dire cet éveil de conscience grandit chez les gens, plus cela fait le point d'inflexion. Et c'est franchement pas une question de nombre de personnes. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui est lié, mais 100 personnes éclairées valent mieux, peuvent faire des miracles, et alors, à plus forte raison, si elles sont au bon poste pour le faire, voilà, pour impacter. Voilà. Ok. Donc, si on a le temps, une dernière question d'Olivier. Donc, crois-tu que le Covid, les pertes d'emploi et des repères ne permettent-ils pas de renouer les liens de cœur et d'activer les éveilleurs de conscience, justement? Oui, oui, ça participe, c'est douloureux, mais ça participe. Quand on perd son emploi et qu'on reste chez soi, ou même le confinement, ou vous retrouvez chez vous entre quatre murs. Vous avez le temps de faire la cuisine, la salle de bain et tout ça. Voilà, ça occupe, mais bon, ça occupe les premiers jours. Mais vous avez le temps de vous questionner. Vous êtes face à vous. Vous questionnez aussi déjà sur votre vie familiale, sur votre vie de couple, sur vous avec vos enfants, sur toutes ces choses-là, ou votre vie de célibataire, enfin voilà, sur votre emploi, est-ce que c'est vraiment celui-là qui me plaît? Donc, ça permet une prise de recul qui, comme vous êtes face à vous seul, de deux choses une, ou vous acceptez le miroir et donc de laisser tomber les masques et les égos, ou vous restez dans l'illusion entre quatre murs et à faire le tour de la maison. Mais en tout cas, ça nous conduit à ça pour ceux qui veulent bien le faire. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que on passe la main à Nathalie pour un petit tour à Lyon. Alors, une autre Nathalie. Donc, Nathalie, à qui on passe la parole. Bonsoir. Ça, donc moi, je suis Nathalie Arbaoui, la manager des 2 sites Wojo de Lyon. On n'entend pas très bien, je crois. Ah, alors attendez. Alors, peut-être à cause du masque, je vais essayer de parler un peu plus clairement. Est-ce qu'on m'entend mieux, Nathalie? Oui. Oui, très bien. Donc, je suis la manager des 2 sites de Lyon Wojo, donc Wojo Pardieu et Wojo Hôtel Dieu. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous montrer Hôtel Dieu, donc dans lequel d'ailleurs est également Nathalie à la conférence, puisque c'est une de nos fidèles clientes depuis le début. C'est ce que disait en introduction Johan. Donc voilà, elle est chez nous depuis 3 ans et demi, et donc elle navigue entre les 2 sites. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous faire une petite visite, un aperçu de notre site d'Hôtel Dieu. Donc, hop, alors il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Donc voilà, du coup, nous sommes dans la grande salle qui est notre coworking calme, hop, avec tout son petit matériel. Et puis également, donc on a la chance d'être dans un bâtiment classé, un monument classé, donc très spacieuse, une salle de 350 mètres carrés qui accueille voilà, tous nos petits clients. Voilà. Donc après, je peux que vous inviter à venir découvrir les sites lyonnais en live. Donc
et de venir réaliser une petite visite en vrai. Voilà. Je repasse du coup la main. Merci Nathalie. Tu peux peut-être remonter, voilà, à quel point c'est bas de plafond là. Ah, haut de plafond, tu veux dire? Oh. Alors attends. Dans un site historique, alors moi j'ai plus de lumière ici. C'est vrai que c'est pas évident sur la caméra comme ça de montrer, mais hop. Alors, il faut juste que mon ajustement se fasse. Mais... Voilà. On se rend compte qu'effectivement. Voilà, le site Grand Hôtel Dieu, qui est un site historique magnifique, comme on pourra voir les Invalides à Paris, et qui du coup est l'occasion d'une salle qui, pour travailler, je confirme quand j'y suis, est super. C'est vrai qu'elle est plutôt. Voilà, maintenant on a une belle vue. Tu vois, voilà. Hop. Voilà. Je vais vous donner le tournis, après j'arrête. Okay. Ben, bonne continuation. Merci. Alors moi je me retrouve, j'ai une salle où la lumière s'est éteinte, c'est normal? Ou il faut que je bouge? Ah, je t'entends plus Nathalie. Je ne t'entends plus. Oui, tu dois juste bouger, elle va se rallumer toute seule. Eh ben, alors, une visite de salle, voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà. Les spectateurs. C'est l'occasion de montrer notre amphithéâtre. L'amphithéâtre, très bel amphithéâtre. Voilà. Alors, deuxième question, comment passe-t-on au nouveau monde? Comment passe-t-on au nouveau monde? On passe au nouveau monde déjà, premier point, en laissant mourir l'ancien. Laisser aller, donc c'est justement pas, c'est une attitude de lâcher prise et de laisser aller. Il faut déjà en avoir assez, c'est-à-dire avoir cette conscience de je n'ai plus envie que ce monde-là, tel qu'il est, dans cette forme-là, perdure. Donc, très souvent, on peut être confronté à des choses très négatives, mais on continue à les maintenir, à les supporter et en faire partie. Laisser mourir ce monde, j'ai envie de dire, c'est comme une vieille personne qui arrive à sa fin de vie. C'est remercier ce monde ou cette personne pour toutes les belles choses que ça nous a apportées. Prendre conscience que c'est juste la fin. Remercier et laisser partir. Voilà, ne pas retenir. Donc ça, c'est la première des choses, la première des postures qui est le lâcher-prise. Voilà, la première. La deuxième, c'est de lâcher la forme. Voilà. Lâcher la forme, c'est-à-dire se libérer de la forme. Alors, transformer. Transformer, alors la transformation, s'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans la transformation là, en tant que participants, c'est trans, plus loin, formation. Voilà. Trans veut dire aller au-delà de formation, la forme. Donc, c'est quitter une forme pour en prendre une autre. C'est exactement ce que fait la chenille quand il transforme en papillon. Donc, pour transformer, il faut se défaire de tous les conditionnements, qui sont des conditionnements de forme. Donc, la pensée est une forme. Dans le bouddhisme, on dit la forme pensée, nos concepts, nos croyances, ce que j'ai dit, tous les systèmes, système bancaire, système économique, systèmes sociaux, système relationnel, système de chômage, puis nos pensées, nos conditionnements aussi, acquis, à commencer dans nos familles, puis dans nos cultures, puis dans les entreprises, puis etc., etc. Donc, tous ces conditionnements sont des formes et accepter de se libérer de la forme, ça permet de lâcher la forme pour pouvoir prendre une autre. En d'autres termes, j'ai jamais vu une chenille renoncer à transformer. Mais dans le monde des humains et du libre arbitre, il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à la forme et donc qui ne peuvent pas transformer. Voilà. La troisième chose, c'est revenir au cœur. Donc, revenir au cœur, c'est que libre de la forme, vous pouvez revenir au cœur. Une fois que vous avez lâché tous vos conditionnements et tout cet ego dans le sens large. En fait, il n'y a pas mieux ailleurs, mais il y a mieux en nous. Cette fameuse lumière. Et ce mieux en nous, c'est ce que l'on peut appeler à titre d'un individu sa mission d'âme et ce que l'on peut appeler pour une entreprise sa raison d'être, en termes collectifs, pour une entreprise ou une nation ou une entreprise, une fondation, etc. Mais en collectif.
Nous sommes des consciences incarnées, donc ce que nous sommes, nous l'étions, comme dit Khalil Gibran, il y a en notre cœur, c'est déjà placé en notre cœur ce qui nous sommes et de ce pourquoi nous sommes venus ici. Donc revenir au cœur, c'est aller retrouver cette question-là, la réponse à cette question et se voir, en fait c'est même pas une question, c'est se voir au cœur, ce qui n'a rien à voir avec le titre que j'exerce, ma fonction, ma personnalité, mon look, mes valeurs, etc. Ça sont des choses du monde de la forme et donc qui appartiennent au monde de l'ego aussi. Donc revenir au cœur, c'est déployer une conscience qui est fondée sur le cœur et non pas une conscience qui est fondée sur l'ego. Voilà. Donc, ce qui est fondé sur le cœur, c'est ce dont on est intrinsèquement porteur. Mais il faut aller le chercher. Donc, quand j'entends aussi des entreprises qui parlent, ou d'autres qui donnent des notes là-dessus, mais qui parlent il faut se doter d'une raison d'être, quand ils parlent dans les entreprises, je suis un peu inquiète parce que une raison d'être, c'est pas quelque chose qu'on va acheter à l'extérieur comme au supermarché. Voilà, c'est comme ceux qui disent on va se trouver un supplément d'âme. Non, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est intrinsèquement ce dont on est porteur, ce qui suppose d'être capable de l'identifier, de le voir, de le nommer et de le juste nommer. Parce que s'il n'est pas juste nommé, vous êtes à côté de ce cœur. Voilà. La troisième chose, c'est que une fois que vous êtes revenu au cœur libre de la forme, vous pouvez à ce moment-là vous reprojeter dans une nouvelle forme, ce que fait très bien donc la chenille, et repartir dans une nouvelle forme alignée au cœur. Donc ça, c'est le début du processus. L'autre chose collectivement, c'est que il faut comprendre que dans une mutation telle que l'on est en train de le vivre, l'univers des possibles est infini. Il n'y a aucun avenir qui est écrit. Il nous appartient d'écrire le futur. Le futur, le monde d'après, c'est une feuille blanche. Voilà, c'est complètement une feuille blanche. C'est un acte créateur, la naissance d'un nouveau monde. Et il n'y a rien à écrire au futur, en fait. Tout est à écrire au présent, comme le dit Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent. Quand j'entends des personnes qui, que ce soit au niveau politique, au niveau entreprise ou autre, qui disent « je veux agir pour les générations futures », c'est une aberration. Parce que le futur est l'enfant naturel du présent. Donc, si au présent, vous prenez telle direction, vous aurez le futur qui est en cohérence avec cette direction que vous prenez. Et puis, si vous choisissez plutôt telle autre direction sur la feuille blanche, eh bien, vous aurez le futur qui va avec. Donc, la question, elle n'est pas de s'occuper des générations futures, puisque le futur, on n'y sera pas. Nous, on est juste au présent. Et dans le futur, ceux qui seront au présent dans ce futur-là auront à agir quelque chose qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, il y a une espèce d'anachronisme et d'inconscience de vouloir agir pour le futur, alors que tout est à faire aujourd'hui, au présent, et d'être dans la conscience du présent pour faire ce qu'il faut au présent. Et je vous dis, le futur sera l'enfant naturel de toute façon de ce présent-là. De ce présent, oui, c'est bien dit, présent et présent, qui est un cadeau d'ailleurs. Donc, si nous faisons aujourd'hui le choix de rester au même niveau de conscience, eh bien, notre futur sera le même qu'aujourd'hui. Alors, on aura peut-être plus de technologie, mais la technologie et le progrès sont deux choses différentes. Voilà. J'aime apprendre comme image aussi ce film qu'on est nombreux à avoir vu, qui s'appelle Avatar. Avatar donne un excellent exemple d'un monde à la conscience peu déployée, qui est la Terre et nous, notre monde actuel, et puis un monde d'un tout autre paradigme et degré de conscience qui est la planète, enfin le monde de Pandora, la planète Pandora avec les Na'vi. Voilà. Donc, dans un monde, vous avez les luttes, les bagarres, l'argent, l'avidité, les jalousies, tout ce que vous voulez, le pouvoir, et puis dans le monde... dans Pandora, on est dans un autre paradigme. Un changement de monde, c'est un autre paradigme qui n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas comparer. On est passé à autre chose. Voilà, ça c'est cette mutation. Donc, il faut comprendre que dans une mutation du monde, l'univers des possibles est infini. Ça, c'est la première chose et que tout est à faire. Il n'y a rien d'écrit. Donc, ceux qui attendent aujourd'hui, en attendant ce qui est prévu qui arrive, sont dans une inconscience. Voilà.
La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre aussi que celles et ceux qui font advenir les nouveaux mondes sont celles et ceux qui sont en posture de leadership. Le leadership, c'est une posture d'avant-garde où on est porteur de quelque chose de nouveau. Quand je dis qu'on est porteur, on l'a en soi. Voilà. Et la posture de leadership n'a rien à voir avec la posture de directeur et de manager. Donc aujourd'hui, on met le mot leader à toutes les sauces comme une étiquette. Mais leader, c'est pas un titre, c'est pas une fonction. On parle plus, moi je dis avoir du leadership, voilà. Mais ce n'est pas une étiquette. Donc vous avez des dirigeants à qui on colle l'étiquette de leader, mais non, mais le leadership, c'est pas, voilà, ça se décrète pas comme ça. Donc aujourd'hui, si vous êtes porteur du nouveau monde, et vous sentez qu'il y a quelque chose, c'est forcément quelque chose qui est au cœur, et c'est dans une posture de leadership, avec tout ce qui est associé au leadership, que vous allez pouvoir acter de cette transformation au monde et faire advenir ce nouveau monde dont vous êtes porteur dans le secteur qui est le vôtre, hein, dans le métier qui est le vôtre. Voilà. Mais la troisième chose que je dirais, c'est que tout leadership n'est pas bon à prendre. Il n'y a pas de valorisation particulière à avoir du leadership. C'est une posture que l'on peut avoir ou pas, et c'est pas bien grave. Le leadership, il y a 3 ingrédients du leadership. On peut en avoir 0, et comme je vous dis, c'est pas bien grave, sauf qu'il ne faut pas mener des transformations si on n'a pas de leadership. On peut en avoir 1, des dimensions, on peut en avoir 2, ou on peut en avoir 3. Les conscientiser, c'est une chose, déjà. Et deuxièmement, bien les alchimier, si je puis dire, si on en a plusieurs, au service de la transformation dont on est porteur. Ça, c'est une deuxième caractéristique essentielle. Voilà. Donc, tout leadership n'est pas bon à prendre parce que le risque aujourd'hui, dans une mutation du monde, c'est d'aller, vous pouvez aller soit vers la lumière, soit vers l'ombre. Et aujourd'hui, le leadership qui se manifeste de façon le plus visible est un leadership qui tourne vers l'ombre, qui n'emmène pas vers tellement un nouveau monde, mais qui est plutôt encore plus de l'ancien monde. Alors, je vais vous prendre un exemple assez marquant, mais ça dit bien ce que ça dit. Daesh, l'État islamique, ont un excellent leadership. Voilà. Donc très souvent dans ces mutations du monde, les premiers leaderships qui s'expriment sont plutôt des leaderships de l'ombre, c'est-à-dire ceux qui veulent justement retenir l'ancien monde, encore plus que jamais, ne surtout pas changer de paradigme, et qui sont les premiers à se déployer et à être visibles et à être entendus et audibles, puisque c'est en tout cas des choses que l'on connaît, puisqu'elles participent de notre ancien monde. Alors, pour moi, le seul leadership qui fait sens et qui est un leadership bénéfique pour tout le monde, donc avec bénéfique, il y a le mot bénéfice, hein, dans tous les sens du terme, c'est le leadership humaniste qui est le seul leadership de la même nature que la transformation qui est en cours. Donc, comme je vous dis, la transformation qui est en cours est une transformation humaine. L'humain grandit, le monde grandit. La conscience s'éclaire, le monde s'éclaire. Voilà. Et le leadership, l'humain étant au cœur, le leadership humaniste est le seul leadership qui propose ce parcours-là. Alors, leadership humaniste, c'est une voie de transformation qui permet en tant qu'individu et organisation de se reconnaître au cœur, libre de la forme actuelle, et puis de se reprojeter après en grand dans une toute autre forme, et de transformer, après c'est le chemin de transformer, aligné au cœur. Et après, c'est parce que l'on gagne individuellement et collectivement ce niveau de conscience, je dirais, supérieur, que tout ce que l'on va créer sera de ce même niveau de conscience. Voilà. Et c'est en cela qu'il y a incarnation. Le leadership, c'est quelque chose d'incarné. Hein, voilà. Parce que ce qu'il faut comprendre dans la transformation, c'est que la transformation, c'est spirituel et c'est corporel. Donc, on est engagé. La transformation n'est en aucun cas intellectuelle. Voilà. Donc, on ne veut pas juste avoir des idées, ni avoir réfléchir sur le monde du futur. C'est où vous êtes déjà dans le futur et vous demandez aux gens de vous rejoindre. Mais on ne peut pas tricher. Voilà. On ne peut pas tricher avec ça, dans cette posture.
Voilà, donc retenez ça sur cette deuxième partie. L'incarnation, c'est la transformation, c'est spirituel et corporel et pas du tout intellectuel. C'est pour ça aussi que c'est difficile en France, parce que là, en France, est un pays très intellectuel et très axé sur les titres, les statuts, ce qui est à l'opposé du... c'est le contraire du leadership. Voilà, donc ce n'est pas une posture qui est déployée, favorisée, facilement entendue dans notre société. Mais par contre, c'est fondamentalement celle dont on a besoin aujourd'hui si on veut véritablement transformer. Voilà, alors je vais repasser la parole à Toué. Oui. Je vous donne le micro, voilà, pour le... Donc, pour commencer la deuxième partie de questions, Anna demande quels sont les 3 ingrédients de leadership selon moi. Alors, il y en a 3, enfin, ils ne sont pas selon moi, et il y en a 3. Voilà, je ne les mettrai pas en œuvre ici parce que c'est quelque chose à découvrir dans le parcours leadership humaniste. Voilà. Non, mais tout simplement parce que c'est pas du fast-food. Voilà, le leadership, c'est vraiment une énergie qui transforme. Et il y a 3 ingrédients qui permettent de ça. Mais les plus grosses erreurs qui sont faites en termes de leadership, c'est des erreurs de style. On confond le leadership avec du style. Alors, suivant les modes, on dit maintenant le leadership, ça devrait être comme ci, ça devrait être comme ça, etc. Le leadership, ça reste du leadership. Voilà, leadership, ça n'a pas de sexe, hein, c'est féminin ou masculin. Le leadership, ça n'a pas de style. Le style, ça sera le vôtre qui correspond du coup à votre personnalité. Mais est-ce que vous avez les 3 ingrédients qui permettent, enfin, un peut suffire, hein, il en faut moins, mais est-ce que vous en avez 1, 2 ou 3 qui sont ces ingrédients qui permettent de transformer et d'être dans une posture du leadership? Là, c'est la vraie question. Voilà. Donc, je vais me repromener, voilà, pour réallumer la lumière, puisqu'on parle de lumière, que la lumière soit. Donc, on a Nicolas Castellet qui demande si l'ancien monde a-t-il envie de mourir et de quelle manière? Ça, c'est la vraie bonne question. Attendez, je me redéplace un peu, mais je réponds en même temps. Voilà, je vais sortir de l'écran pour allumer la lumière. Voilà. C'est la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on maintient, si vous voulez, en mode survie ce monde-là. Hein, on est comme des perfusions où on se dit, bon, bah, ce vieillard-là, on va encore le garder parce que la médecine va tout faire pour. Voilà. Donc s'il est encore là, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore eu suffisamment de gens, et en tout cas de systèmes, qui, issus de cet ancien monde, le maintiennent. Voilà. Après, il y a un moment donné où c'est plus tenable, la perfusion, vous voyez, et on est arrivé à ce moment-là. Voilà. Là, Aldrich nous pose une question. Ne faudra-t-il pas aller encore plus mal avant que le monde réalise qu'on changera intrinsèquement? Bah, vous savez, alors justement, le bouddhisme le dit bien, mais on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour évoluer. Hein. En fait, plus on est dans des dimensions d'ego, plus on souffre. Parce qu'on se rattache à ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller vers la souffrance. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir. Il faut simplement être conscient de ce qui doit être lâché et d'être dans cette impermanence du monde et de la vie, parce que la vie, c'est ça. Après, il y a toutes les variations possibles suivant les individus, les organisations, les sociétés. Mais effectivement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont obligés de toucher le fond de la piscine pour remonter. C'est pas obligé. C'est franchement pas obligé. Et comment faire prendre conscience au monde de l'importance d'être en pleine conscience? Comment, comme laisser parole toutes celles ou ceux qui parlent sans pourquoi? Comment, pardon, comment faire prendre au monde conscience au monde de l'importance d'être en pleine conscience, comme laisser parole toutes celles et ceux qui parlent sans pourquoi? C'est une question d'Olivier. Alors, j'ai entendu la première partie de la question, pas l'autre. Comment... attends, pardon. Comme laisser parler toutes celles ou ceux qui parlent sans pour toi. C'est juste comment faire comprendre conscience au monde de l'importance d'être en pleine conscience. Ah, comment faire prendre conscience Bon, voilà. Moi, j'en ai
Voilà. Voilà ma réponse à moi. Beaucoup de gens le font d'une autre manière aussi, hein. Mais du coup, la conscience, c'est que on n'est pas obligé de vivre dans des mondes de telle violence, inadaptés, etc. Je veux dire, on pourrait être dans la joie du matin, midi au soir. La joie de vivre, hein, je ne parle pas du bonheur et du baby-foot à l'entrée de l'entreprise. Je parle vraiment de la joie. Voilà, se reconnecter à la joie qui est l'essence même de qui on est. Donc, je pense que une personne qui se déploie en conscience avec la joie, une autre, des organisations, des pays, etc., vous êtes l'expression incarnée que cela est possible et vous montrez la voie aux autres que c'est tout à fait possible et que vous pouvez lâcher la souffrance. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre ça dans le package. Mais certains préfèrent. C'est triste à dire, mais certains préfèrent. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est la question pour la deuxième partie. Mais avant de conclure la conférence avec la troisième partie, je vous propose un détour à Vojo Barcelone. Nous rejoignons Aurélie. Donc, je laisse la parole à toi, Aurélie. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Si vous voyez, du coup, vous êtes sur le tout dernier bébé Wojo à Barcelone. On a ouvert il y a 2 mois tout juste. Et là, vous vous trouvez dans l'entrée, dans un de nos espaces coworking, comme vous pouvez constater, qui est assez coloré et chaleureux. Voilà, on est très fiers de notre nouveau bébé et de ce qu'on peut vous apporter. Donc, dès que les frontières seront réouvertes, venez nous voir. Moi j'aurais adoré avoir une vue de la terrasse parce que je l'ai vue en vidéo. Mais Je peux montrer et te la montrer d'ici quelques minutes. Bon, écoute, je vais en profiter du coup parce qu'il y avait une question posée par mail qui m'avait été envoyée au départ par Majida Abdi qui posait cette question-là en rapport avec la deuxième question, c'est alors comment ne pas oublier une grande majorité du monde sans Internet. Ah oui, une grande majorité du monde qui n'a pas Internet, dans cet élan d'évolution numérique où un monde avance avec un autre monde qui est exclu. Comment créer des ponts humanistes pour donner voix aux sans-voix? Alors, là, ça parle de l'évolution numérique. Ce que je voulais dire sur l'évolution numérique, je voulais dire 2 choses pour répondre à Magie. Le progrès aujourd'hui n'est pas technologique. Le vrai progrès, et je le répète, est le progrès des consciences. La technologie n'a que peu ou pas apporté plus de conscience. Le propre de la technologie, c'est de permettre de faire plus vite avec moindre effort ce que ferait l'humain. Point. Donc, avec des voitures ou des fusées, on se déplace plus vite d'un point à un autre. Avec Internet et des emails, on fait plus vite certaines choses. Mais ce n'est pas la technologie qui apporte la conscience. Donc ça, c'est la première des choses. C'est tant que l'on restera dans ce paradigme de penser que l'évolution, que le vrai progrès, c'est un progrès technologique, on va droit dans le mur, on continue droit dans le mur dans cette impasse. La deuxième chose, c'est que pour revenir à la conscience, vous pouvez avoir un leadership, même sans leadership, mais une conscience qui est basée sur l'ego ou une conscience qui est basée sur le cœur, la conscience du cœur. La conscience basée sur l'ego est une conscience qui résout toujours les problèmes en périphérie, mais jamais au cœur. Pourquoi? Parce que l'ego, si vous lui enlevez de quoi travailler, si vous voulez un problème qui trouve sa solution de suite, il n'a plus d'os à ronger. Bon. Donc, en général, l'ego s'attaque toujours aux symptômes, mais ne revient jamais au cœur. Pour reprendre, pour faire un parallèle avec les personnes exclues, je le cite dans le livre, il y a au Canada une expérience qui a été faite pour qu'il n'y ait plus de SDF, alors 0 SDF dans la rue. Alors, c'est absolument pas de prendre des personnes qui étaient dans la rue et puis on les met dans un endroit pour que ça se voit pas. C'est comment, sociétalement,
on fait en sorte de ne pas générer des personnes qui finissent à la rue. Bon. Et ils sont revenus au cœur et à la source et ils ont traité cela à la source. Et avec les résultats qui ont été complètement probants puisqu'ils sont arrivés au zéro. Voilà. Donc, toute résolution de problème qui se fait avec une conscience du cœur permet aussitôt de solutionner de façon pérenne et de passer à autre chose. Mais aujourd'hui, la grande majeure partie des problématiques que l'on résout, c'est les mêmes qu'hier, qu'avant-hier, que ceci, et elles reviennent tout de suite. C'est comme les maladies ou notre système de santé qui n'en finit plus de soigner les symptômes, ça fait marcher l'industrie pharmaceutique comme ça, mais qui ne s'attaque absolument pas aux causes. Parce que si on s'attaquait aux causes, eh ben, notre souci, par exemple pour un système de santé, c'est qu'on soit en bonne santé en permanence. Eh ben, quid de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là? Voilà, il n'y en aurait pas. Donc, pour répondre à Magie, c'est pas la question de ceux qui seront dans le monde numérique et ceux qui seront pas. Oui, bien sûr, ça a un impact, mais c'est vraiment la question du progrès. Et après, grandir, c'est quelque chose qui se fait au niveau où on est. Je crois qu'il faut agir là où on est. On peut pas agir à l'extérieur sur les autres pays ou tout ça. Je veux dire, chacun est responsable individuellement de soi et de l'endroit où on est pour faire cette évolution de conscience. Et en même temps, on n'est plus obligé, en termes de gouvernement ou de personnes, de soutenir des personnes, des dirigeants qui ont un leadership qui n'est pas humaniste. Voilà. Donc, le chemin est dans cette voie-là. Là, je pense qu'on a Aurélie qui est sur la terrasse. La terrasse, super. Alors, ça y est, je suis arrivée sur la terrasse. Magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien avec, parce que c'est vraiment bien de nuit, mais on a pas mal d'illumination. Voilà. Avec un petit accès pool bar au dernier étage, avec une super vue sur la Sagrada Familia et vue pleine mer. Voilà. Bon, bah, il manque plus que nous et le champagne alors. Ici, c'est le GABA, mais on prend aussi le champagne. Superbe. Voilà. Magnifique. Merci Aurélie, ça donne très envie. Très envie. Faut venir. Oui, avec grand plaisir. En même temps, je voyais une question qui était posée par Anna Al-Qaïd. Ça sonne espagnol comme ça aussi, puisqu'on était à Barcelone, qui parle, oui, elle dit, c'est même la déconnexion maîtrisée qui peut aider à retrouver notre conscience du cœur. Oui, alors et ça rejoint la question de la conscience aussi. Bon, on voit beaucoup se déployer tout ce qui est méditation aussi. Alors, la méditation a un mérite. Alors déjà, la méditation peut être bonne pour vous, comme ça peut ne pas vous correspondre. Il y a plein de manières de faire le vide en soi. Le sport peut en être une, enfin voilà. Mais bon, en tout cas, la méditation, c'est beaucoup déployé, ce qu'on dit de pleine conscience. Je dirais que la méditation a un mérite, c'est de nous apprendre à lâcher le mental. Parce que quand vous lâchez le mental, vous lâchez tout ce qui est de l'ordre de réflexion, intelligence, justement de l'intellect et toutes ces dimensions d'ego. Et du coup, en pouvant le mettre de côté, c'est comme ça que vous pouvez accéder à d'autres dimensions. Voilà. Après, c'est pas parce que vous pouvez lâcher le mental que vous arriverez à vous reconnecter au cœur et à trouver cette conscience de soi. Il vous faudra très certainement un excellent miroir pour y arriver. Voilà. Mais ça a le mérite d'eux. Voilà, sur la route, ça peut être très, très bien. Merci Aurélie. On reprend la main sur, à partir de Lyon, là. Et puis pour aller sur la dernière partie. La dernière partie. Alors, oui, je voulais vous dire par rapport à ça. Si ce que je vous dis vous parle et que vous souhaitez après aller plus loin dans cette voie-là. Donc, deux actions possibles. La première, qu'effectivement, d'acheter le livre et le lire, vous verrez si ça vous inspire ou non. Si ça vous inspire pas, c'est que c'est pas une voix qui vous parle. Si ça vous inspire, vous y trouverez beaucoup de choses dedans. Je reviendrai peut-être un petit peu plus derrière là-dessus. La deuxième chose, c'est que vous pouvez réserver un rendez-vous de 3/4 d'heure avec moi
pour me parler de votre contexte d'entreprise ou personnel en termes de transformation. Et puis, je vous présenterai le parcours leadership humaniste pour voir dans quelle mesure l'un est la juste réponse ou non au contexte qui est le vôtre, au contexte de transformation qui est le vôtre. Et puis, pour information, le parcours leadership humaniste, il va y avoir 2 démarrages de parcours. Le premier qui va se faire le 20 janvier et le second qui va se faire le 8 février. Donc, si vous voulez fixer ce rendez-vous de 3/4 d'heure avec moi pour découvrir ce parcours et me faire part de vos questions par rapport à votre contexte, vous êtes les bienvenus. Vous aviez donc le mail que je vous ai donné tout à l'heure et vous pouvez m'adresser aussi sur LinkedIn un message privé pour prendre ce rendez-vous. Alors, quittons Barcelone et on va terminer avec cette dernière question qui est finalement le lien entre leadership humaniste, Nouveau Monde et Wojo. Alors, le leadership s'applique à un individu, bien sûr, mais s'applique aussi à une équipe. Je vois qu'il y a beaucoup dans le parcours de directeurs de la transformation, par exemple, qui viennent. Donc, ça peut s'appeler… la posture de leadership s'applique complètement à des directions de la transformation dans les entreprises. Donc, le leadership peut s'appliquer à un individu, à une équipe, à une entreprise, à une fondation, à une nation. C'est être à l'avant-garde. Bon, Wojo l'est. La deuxième chose, si on prend leadership humaniste, c'est être porteur d'un nouveau monde bénéfique pour l'humain et l'incarner. C'est le cas de Wojo aussi. Donc Wojo en tant qu'entreprise est une expression concrète sur son marché d'un leadership humaniste. Et puis, pour finir, Wojo peut aussi vous aider à transformer. Les lieux… Alors, moi qui accompagne les transformations et les dirigeants depuis très longtemps, j'ai toujours eu à cœur de choisir des lieux très particuliers pour tous les séminaires, les coachings, tout ce que l'on pouvait faire dans ces processus de transformation. Pourquoi? Parce que les lieux participent de la transformation. On ne peut pas faire du nouveau monde dans des vieux espaces. Ça ne marche pas. Je me suis toujours demandé comment on pouvait penser la France d'après dans les ors de la République, que j'ai pourtant fait du sol au plafond, mais dans des ambiances Louis XIV ou Louis XVI. Les lieux ont un impact. Et ce que j'aime bien, c'est même au-delà du lieu, c'est ce que je nomme les espaces. Voilà, hop, j'ai remarché un petit peu pour la lumière. Pour les espaces. D'ailleurs, comme ça me permet de vous faire découvrir l'espace ici qui est derrière moi. Voilà, espace de scène. Comme la transformation est un processus qui est spirituel et corporel, il nous engage complètement, il n'est pas intellectuel. Avec Wojo, quand vous arrivez dans des espaces, parce que c'est des espaces de coworking, donc d'avant-garde, qui sont précurseurs des nouvelles façons d'être et de mode au travail. Alors, si Wojo est précurseur, Wojo est déjà dans cette temporalité-là. Mais par contre, pour ceux qui n'y sont pas encore, effectivement, c'est d'avant-garde. Et en allant dans des lieux qui sont précurseurs, Wojo il en existe d'autres dans d'autres secteurs, bien sûr, vous faites 50% du chemin dans la transformation, c'est-à-dire dans la partie corporelle, j'ai envie de dire. Et puis avec leadership humaniste, vous faites 50% de l'autre, parce qu'après, il s'agit de passer à une autre dimension en termes de conscience. Mais les deux sont indissociables. Voilà. Donc, comme nous sommes des consciences incarnées, individuellement et collectivement, en tant qu'entreprise, il est extrêmement important pour moi de pouvoir visualiser des incarnations du leadership humaniste, personne ou organisation. Et c'est pour ça que dans le livre, au-delà du fait d'expliquer ce que c'est que le leadership humaniste, je montre des incarnations en tant que personne, en tant qu'entreprise, qui en sont l'expression incarnée. Voilà, je le rappelle, ce n'est pas une idéologie, ce ne sont pas des idées. Le leadership humaniste, c'est quelque chose qui après s'incarne. Sinon, on est reparti encore sur des mots qui ne veulent plus rien dire.
Voilà. Donc, vous en trouverez un certain nombre dans le livre. Et j'ai fait, moi, cet été, dans les Alpes, à la station des Arcs, qui est à côté de la Plagne, une conférence sur leadership humaniste. La station des Arcs de 1600 et 1800 est une station qui a été créée par Charlotte Perriand en 1974. L'architecte Charlotte Perriand était une femme très avant-gardiste et élève oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Le grand, qu'est-ce qui peut m'aider? Bon, ça va me revenir. Le Corbusier, merci Anna Alcaïd, voilà. Élève de Le Corbusier. Et elle est arrivée en 74 avec une vision d'avant-garde de comment on pouvait être à la montagne, dedans, dehors. Voilà, c'est une station qui a été classée aussi. Et voilà une expression. Alors, elle avait un leadership humaniste et la station des Arcs est une incarnation visible de ce que ça veut dire être le leadership humaniste. Voilà. Donc, très important l'incarnation et j'en reviens, Vojo et vous permet de goûter à cela dans la forme de Vojo et sur son secteur d'activité. Voilà, donc je vais clore sur cette partie-là en vous remerciant de votre présence et de votre participation. N'oubliez, alors sauf à moins qu'il y ait une question ou deux, trois questions qui resteraient, et à ce moment-là, je vais y répondre. N'oubliez pas si vous souhaitez aller plus loin, donc le livre et la prise de rendez-vous. Et puis, je regarde juste et tu me dis si tu vois d'autres questions avant de passer. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Alors, oui. Je vous propose voilà, juste d'y répondre rapidement et puis ensuite de passer la parole à Stéphane Ben-Simon, qui est le directeur général de Vojo et qui va conclure et vous raconter aussi l'histoire de Vojo, mais qui va conclure derrière moi. On a Brigitte qui nous demande il y a des nations qui portent concrètement les valeurs de leadership humaniste. Et si oui, lesquelles? Écoutez, la France a un rôle énorme à jouer là-dedans. Elle est porteuse de choses. Par contre, la France s'est perdue de vue depuis un sacré moment. Parce que dans la vision de la liberté, par exemple, la liberté, elle a dit que la liberté, enfin, c'est devenu que la liberté, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, où je veux, si je veux, quand je veux. Bon, ça, c'est pas de la liberté, ça confine à l'irresponsabilité et à l'inconscience. Mais la France a un rôle fondamental à jouer dans cette dimension-là. Après, pour les nations, l'important, c'est chaque nation est porteur d'une raison d'être. Donc, c'est revenir à la raison d'être. Chaque nation doit faire ce travail pour soi de quelle est notre raison d'être. Est-ce qu'on s'en est éloigné ou pas? Est-ce qu'on l'a conscientisé? Est-ce qu'on l'a partagé? Et est-ce qu'on embarque tout le monde de façon cohérente? Est-ce qu'on construit nos sociétés, nos nations là-dedans? Donc, il y a plein de façons de l'incarner. Hein. Voilà, chaque nation, c'est comme chaque être humain, chaque entreprise est différente. Oui. Émilie a posé une question. Puis de la résilience de cette évolution, alliée ou ennemie de nos transformations? Quid de la résilience? Oui. Oui. Émilie, qui connaît très très bien ce sujet, voilà, et qui est porteuse elle-même de quelque chose d'avant-garde aussi dans son domaine. La résilience est évidente parce que ça va avec ce que je disais tout à l'heure, c'est lâcher le monde. Si vous avez peur de la mort, si vous avez peur de laisser mourir des choses, si vous êtes en permanence de retour sur le passé ou attaché au passé ou aux souffrances du passé, vous êtes dans ce que j'appelle les dimensions de l'ego. Donc, vous ne pouvez pas transformer. Sans résilience, il n'y a pas de transformation possible. Et le meilleur exemple que je me faisais, c'est quand on prend l'Allemagne et la France. Allez, 1870, guerre. 1914, paf, on remet ça. 1939 et une troisième. Vous avez des cultures où les gens sont en guerre pour des questions de territoire ou de religion depuis la nuit des temps. Tant qu'il n'y a pas de résilience, ils ne peuvent pas passer à autre chose. Aujourd'hui, France et Allemagne, des nouvelles générations, ils ne se posent pas la question. Enfin, je veux dire, c'est le passé. Voilà, ça ne nous appartient plus. Ça appartenait aux générations différentes.
Voilà. Donc, on n'aurait jamais fait l'Europe sans résilience, ça n'a pas de sens. Donc, la résilience, oui, merci Émilie, c'est fondamental. Tu portes ça, il y a aussi, comment elle s'appelle, Patricia Ferré qui porte ça, il y a beaucoup de gens qui portent la résilience et c'est vraiment essentiel. Je pense qu'on va passer la parole. Merci infiniment à tous et je vous invite à accueillir Stéphane Ben-Simon qui est directeur général de cette belle entreprise Wojo. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis ravi de conclure cette belle conférence dans un format qui commence à s'y faire, même si franchement, j'aimerais bien pouvoir être dans un Wojo, un Madeleine ou un Grand Hôtel-Dieu ou encore à Barcelone pour pouvoir tous vous accueillir et pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus direct. Mais en tout cas, merci infiniment Nathalie de nous avoir inspirés. Et en plus, ce mix entre les espaces physiques et l'inspiration que tu nous as donné m'a fait penser à des respirations qui sont toujours intéressantes dans des conférences comme ça, webinaires, parce que c'est bien de pouvoir aussi avoir la tête et les jambes. Et les équipes Wojo ont eu les jambes aujourd'hui de nous partager leur site. Donc, merci à elles. Oui, donc tout ça, c'est évidemment très, très inspirant. Tu as parlé de plein de choses. Évidemment, je ne vais pas reprendre tout ça. Mais ce que j'ai retenu, et pour faire le lien avec Wojo, c'est cette mutation dans laquelle nous sommes, la mutation du monde que tu as exprimée en introduction. Et aujourd'hui, le monde du travail, ça ne vous a pas échappé, est en pleine mutation. Évidemment, la Covid a boosté, a accéléré cette mutation. Le home working, le télétravail, tout ça fait qu'il n'y a pas une seule boîte, entreprise, dirigeant, manager, leader qui ne se pose pas la question de comment embarquer ses équipes, comment avoir un leadership humaniste et quel cocon leur donner pour s'exprimer dans ce nouveau monde. Et donc, le lieu de travail va devenir un élément majeur de cet épanouissement. Et c'est dans cette voie-là que Wojo s'est inscrit depuis maintenant pas mal d'années, 5 ans. Au début, ça s'appelait Nextdoor, mais maintenant, ça s'appelle Wojo depuis maintenant pratiquement 1 an et demi. Vous savez peut-être, Wojo est une jeune venture entre le groupe Accor et Bouygues Immobilier, donc 2 grands groupes du CAC 40 qui se sont posés ces questions-là et qui se sont remis en cause aussi sur ces nouveaux modes de travail. Et c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien avec nos espaces, Johan l'a dit en introduction, pour répondre à ce besoin des entreprises, répondre aux besoins des travailleurs, de se sentir inspirés dans leur lieu de travail, avec des espaces différents, avec des adresses différentes, et en même temps répondre aux besoins des entreprises en termes de flexibilité, d'économie aussi, parce que quand on regarde l'empreinte immobilière sur le monde, elle est quand même énorme. On peste tous à regarder des immeubles encore allumés la nuit, ce qui me rend, moi, fou furieux, des immeubles à moitié vides, et alors qu'on doit être tous conscients de cela. Et c'est ce qu'on essaie de faire en essayant de proposer une nouvelle façon de travailler, à la fois dans nos espaces. Vous avez vu un petit florilège de 3 espaces, mais également avec notre partenariat qu'on fait avec les hôtels. Parce que quoi de plus inspirant, accueillant, serviciel qu'un hôtel? Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les hôtels Accor en développant des espaces de travail à l'intérieur des hôtels. Donc voilà. Et pour conclure sur le lien avec tout ce que tu nous as si bien dit, c'est ce leadership humaniste auquel l'équipe Wojo croit, et quand tu nous as parlé il y a quelques mois de cela, on était tous très concentrés à t'écouter, c'est vraiment aussi embarquer toute forme très concrète de spiritualité, et c'est pour ça que dans nos espaces aussi, on essaie de pousser tout l'enrichissement intellectuel, des conférences comme celle-ci. Alors là, c'est
à distance, mais on essaye on en fait dans nos espaces régulièrement. Toutes les sujets de méditation, les animations de méditation, de yoga, de sophrologie, parce qu'on est convaincu que c'est un élément qui peut permettre à chacun, à chacune de s'élever, de s'épanouir, de s'enrichir. Et c'est le dernier point sur lequel moi je voulais insister. À la différence des entreprises qui font des superbes rénovations, qui mettent en place pas mal de choses pour contenter leurs collaborateurs, nous, on a une chose que les entreprises dans un seul lieu n'ont pas, c'est l'enrichissement inter-entreprise ou interpersonnel. C'est-à-dire que nous, on a pas mal d'entreprises, 500 au total dans tout le réseau Wojo, qui se croisent, qui se parlent, qui s'enrichissent, qui s'augmentent mutuellement, si je puis dire. Et c'est, à mon sens, ça, le leadership humaniste qu'on essaie d'offrir à nos membres et aux entreprises qui travaillent avec nous. Et on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes. Donc, j'espère que mon équipe ne me contredira pas en direct. Mais on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes pour faire en sorte que les équipes elles-mêmes vivent dans des espaces là où elles le souhaitent. Je parle des équipes qui sont support. Et puis, on essaie de faire participer au maximum de toutes les intentions et toutes les évolutions qu'on a sur le monde du travail. En tout cas, tout ce que tu nous as dit est très inspirant. Et le cocon qu'on peut offrir, l'enveloppe qu'on peut offrir aux entreprises et à vous-même demain, si vous le souhaitez, dans les espaces Wojo, correspond tout à fait. Voilà, en guise de conclusion, merci encore Nathalie, merci Tove pour avoir posé les questions, Nathalie à Lyon, Aurélie à Barcelone, et puis David à Madeleine. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence, à ce webinaire. Puis j'espère à une prochaine fois où on rentrera peut-être encore un peu plus dans le détail de tout ce que tu as pu nous dire. Voilà, merci à tous, merci infiniment, c'était très intéressant. Stéphane, il y a une question que j'ai vue passer, c'est à quand un Wojo à Montpellier? J'ai vu ça dans le chat. Alors, Montpellier, c'est pas. Parce que vous n'avez pas parlé de Lille, mais il y a. Oui, on a Lille qui va ouvrir en janvier, encore d'autres à Paris. Et pour l'instant, on va essayer un peu de laisser poser la situation parce qu'elle est quand même un peu déstabilisante en termes de prise de décision. Mais Montpellier pourrait faire partie des sites. En tout cas, moi, je vous engage d'ores et déjà, si vous avez envie d'aller dans des espaces nouveaux à Montpellier, de nous contacter parce qu'on sait trouver des espaces à l'intérieur des hôtels. Et je connais quelques Ibis Styles, Mercure ou Pullman à Montpellier qui seraient tout à fait en mesure d'organiser des espaces pour des bureaux ou pour des espaces de coworking. Donc, contactez-nous sur wojo.com ou au travers des gens que vous avez ici à l'écran. Et on sait maintenant, grâce à ce que disait Johan dans l'introduction, c'est grâce à tous les hôtels du groupe Accor, on sait organiser des espaces de coworking partout en France, bientôt en Europe et dans le monde. Et avec du service, avec de l'accueil, avec de la vie, pour changer la façon de travailler et le monde du travail. Merci Stéphane, merci à tous et à toutes de Wojo pour la co-implication de tous pour organiser ça. Je continue à mouliner des bras parce que comme ça allume la lumière. Non, on fait aussi du physique chez Wojo. Du gym, tu vois. C'est ça, je vais faire les sorties d'avion pour… Bon, non, je vais terminer comme ça, finalement. Un grand merci à tous de votre participation, de votre présence. Et puis, rendez-vous pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, dans les Wojo et Leadership Humaniste pour le parcours. Voilà. Merci. Merci infiniment. Merci pour l'organisation. Avec un peu de pub à la fin en plus. Voilà, un peu de pub. Et donc, on se donne rendez-vous pour le cocktail et les petits fours virtuels. Voilà. Prochaine fois, promis, ce sera avec les vrais petits fours. Merci infiniment, à bientôt. Bye bye.